5, 4, 3, 2, 1, go. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'actualité de ce jeudi. Banque de sang, un déficit au Centre national de transfusion sanguine. 10 milliards de nos francs sont nécessaires pour financer le plan stratégique d'ici 2015. Patrimoine de l'ancien président Abdoulaye Wade, mobilier et objet d'art du palais, Maître Ousmane Ngom refile sa robe d'avocat. L'ex-ministre de l'Intérieur face aux journalistes ce jeudi pour défendre l'ancien chef de l'État et son épouse Viviane Wade. Virulente critique d'Abdoulaye Baldé contre le nouveau régime. Pour le maire de Ziguinchor, le président Macky Sall fait montre de passivité. Sur le dossier casamançais, l'ancien ministre d'État donne également une mauvaise appréciation de la décentralisation du Conseil des ministres par le gouvernement. Un Conseil des ministres justement qui s'est tenu ce jeudi à Kaolack après Saint-Louis la semaine dernière. Les autorités annoncent la construction d'une université du Sine Saloum. Danger sur les marchepieds des cars rapides, des enfants jouent aux apprentis chauffeurs. Un reportage dans le cadre de la deuxième quinzaine nationale de l'enfant. Et puis notre focus est consacré à la forte présence de religieux dans la campagne électorale pour les législatives du 1er juillet. Les spécialistes se prononcent sur la question. Le sociologue anthropologue Youssouf Mbargane Guissé sera sur le plateau de l'incontournable. Bienvenue. L'actualité toute chaude avec Mme Fatou Ndoye. Bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Et nous commençons par le sujet de la crise casamançaise. Abdoulaye Baldé dénonce la passivité du président Macky Sall. Le maire de Ziguinchor s'est ainsi exprimé à l'occasion de l'inauguration d'une maternité, se prononçant également sur le Conseil des ministres décentralisé. Abdoulaye Baldé le qualifie de farce. Et à propos des auditions des personnalités de l'ancien régime, le maire de Ziguinchor dit n'avoir rien à craindre. Nous écoutons Abdoulaye Baldé au micro de Chérif Dia et Madani Marega. Il y avait 3 structures, il y avait le conseil de surveillance, il y avait le président de l'agence, il y avait le directeur exécutif. Chacun a joué son rôle. Moi je joue le mien et pleinement et j'assume toutes les responsabilités qui ont été les miennes. Et je considère que nous n'avons rien à nous reprocher. Je disais hier dans une chaîne étrangère qu'on ne peut pas m'attribuer le passif de la notice sans en m'en refusant l'actif. Si on dit que c'était moi qui signais, donc ça veut dire que tous les travaux de Dakar, c'est moi qui les ai réalisés. Et comme je les ai réalisés dans la parfaite transparence et l'honnêteté, moi je revendique cela. Et puis je pense que comme je le disais tout le monde, on n'a jamais appelé ma mère pour lui dire que j'ai bien travaillé. Par conséquent, quand il y avait les fruits de tout cela, j'en étais exclu. Maintenant que parce qu'il y a un soupçon de problème, on dit que c'est moi, mais moi j'assume, hein. C'est moi si c'est bon. Je condamne ces histoires de conseil des ministres décentralisés qui ne représentent rien du tout et qui sont un peu de la campagne électorale déguisée et tapageuse. Depuis que Macky Sall a été élu, il ne parle plus de la Casamance. Qu'il n'y a aucune action qui a été faite sur le terrain, nous n'avons pas vu de solution, on n'a pas une personne désignée pour s'occuper. C'est vrai qu'il a été en Gambie, comme le président Wade l'avait fait. Tout le monde, tous les acteurs, en tout cas nous sommes prêts à accompagner les gens, les bonnes volontés, parce que c'est une question suffisamment importante et nationale qui requiert la participation de tous. Il ne faut pas en faire une affaire de coalition, il faut en faire une affaire nationale. Et sur ce plan-là, le gouvernement est attendu. Et puis après Pape Diop et Samuel Sarr autour de Awandiaï, de passer devant la section recherche de la gendarmerie. L'audition de l'ex-ministre de la Famille ne portait pas sur le rapport 2008 de la RMP, mais plutôt sur des soupçons de blanchiment d'argent et les origines de son patrimoine. Les explications de Ibrahim Akan. Sale temps continue pour certains dignitaires du défunt régime dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite. La dernière vedette à la section recherche de la gendarmerie de Dakar, Awandiaï, ex-ministre de la Famille. Elle aura passé hier plus de 3 tours d'horloge avec les hommes en bleu. Que lui reproche-t-on? Des soupçons de blanchiment de 3 milliards au ministère de la Famille et des biens présumés mal acquis. Le nom de l'ex-ministre d'État sous le magistère de Maître Wade a été cité par l'ex-directeur de cabinet de Ndeye Khady Diop, ex-ministre de la Famille, lors de son audition à la section recherche de la gendarmerie.
Devant les enquêteurs, l'ex-directeur de cabinet cité révélait que le marché mis en cause par les renseignements financiers avait été passé par Awa Ndiaye, alors ministre de la Famille. L'ex-ministre d'État était également invité à s'expliquer sur son patrimoine, entre autres un appartement à Washington, une maison à Ouest Foire et une villa aux Almadies. Devant les gendarmes, elle a nié en bloc tous ses supposés avoirs, sauf la villa aux Almadies qu'elle dit posséder avant même l'alternance survenue en 2000. Aujourd'hui, Awa Ndiaye pourrait avoir maille à partir avec la justice quand on sait qu'elle est également dans le collimateur de la division des investigations criminelles saisie pour l'enquête sur les faits révélés par l'audit 2008 de l'ARMP. Conseil des ministres décentralisé, cette fois-ci, c'est Kaolack qui est à l'honneur. Tout à fait, le communiqué officiel doit être rendu public dans les prochaines minutes. En attendant, des mesures sont annoncées, dont la construction de l'université Sine Saloum de Kaolack. À ce propos, écoutons le Premier ministre Abdoul Mbaye au micro de Daniel Diouf. Kaolack, terre d'agriculture, même si la vocation de bassin arachidier reste principale au Sénégal, mais s'affaiblit dans une globalité, Kaolack peut devenir demain le grenier du Sénégal. Pour ce qui concerne Kaolack, ville et région Carrefour, nous avons considéré que le projet de port sec, de port maritime est un projet essentiel. Il y a déjà d'ailleurs des études intéressantes qui ont commencé. Il mérite de mobiliser toutes les énergies, tant publiques que privées, pour tâcher de le mettre en œuvre. Et ce sont ces principales vocations qu'il faut faire revivre. Donc au terme de cette réunion, nous avons un certain nombre de recommandations portant sur un portefeuille de projets correspondant à un coût global de 255 milliards de francs CFA. Et puis à noter que le prochain Conseil des ministres décentralisé doit se tenir à Ziguinchor, même si la date n'est pas encore fixée, soit au mois de juin ou au mois de juillet, Mamoudou. C'est Abdoulaye Baldé, le maire de Ziguinchor, qui appréciera. Passons à une autre actualité, c'est la campagne électorale des législatives. Les Sénégalais affichent leur indifférence. Du moins une partie, les citoyens rencontrés par Fatima Kébé et Diatou Ndiaye assimilent cette campagne à un gaspillage de biens publics. Ils considèrent que le pays a besoin de stabilité. Nous les écoutons. C'est un peu calme, les gens n'ont plus envie de se battre. Ce qu'on souhaite, ce sont des législatives apaisées. La campagne annonçait ses belles couleurs, mais à ma grande surprise, Abdoulaye Wade a fait sa fameuse sortie, ce qui a bouleversé l'opinion de certains citoyens. J'ai déjà choisi mon candidat. La vie est dure, tout ce que l'on souhaite, c'est un changement, car il y a trop de bruit dans ce pays. La rupture est arrivée. Et pour ce changement, la seule solution, c'est d'aller voter. Personnellement, je ne sens pas cette campagne. Peut-être que c'est à cause du secteur dans lequel j'évolue. Mais j'espère qu'avec la parité, il y aura assez de femmes à l'Assemblée nationale pour défendre nos intérêts. Il est inutile d'organiser des meetings ou autres. En ce moment, le pays a besoin de députés qui s'occupent des priorités de la population. Il faut beaucoup d'argent pour organiser une campagne. Nous ne permettrons plus un tel gâchis. Et puis nous parlons santé à présent, 10 milliards de francs CFA. C'est le budget prévu pour le financement du plan stratégique de transfusion sanguine sur l'année 2011-2012. Le ministère de la Santé veut ainsi améliorer la rapidité de la prise en charge des maladies. Une annonce survenue en marge de la journée mondiale du don de sang. Moussa Mbaye, secrétaire général du ministère, au micro de Maïmouna et Diatou Ndiaye. Nous sommes encore très loin du ratio recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est 10 dons de sang pour 1000 habitants, alors qu'aujourd'hui nous en sommes à 4,5 de dons pour 1000 habitants. Alors ce qui veut dire que le déficit est important.
et qu'il va falloir redoubler d'efforts pour le couvrir très rapidement dans les prochaines années. Les prochaines actions, c'est disons l'accélération de la mise en œuvre du plan national stratégique de transfusion sanguine qui va comporter un important volet décentralisation parce que ce n'est pas seulement qu'à Dakar que les gens ont besoin de sang. Nous avons commencé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé qui a financé la mise en place d'un poste de transfusion sanguine à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye qui va être bientôt fonctionnel avec l'équipement qui va être mis en place. D'autres sont prévus dans la banlieue de Dakar, je crois Rufisque, Pikine, voilà, ainsi que dans des hôpitaux régionaux comme Matin et autres. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Mamoudou. Merci, à tout à l'heure dans le sport, Mme Fatou. Maître Ousmane Ngom plaide la cause du couple Wade. L'ex-ministre de l'Intérieur a tenu une conférence de presse ce jeudi, un exercice de dénégation aussi bien au sujet de la fortune supposée de l'ancien président de la République, du mobilier et des objets d'art du palais présidentiel, que de l'affaire opposant une ONG suisse à l'ex-première dame du Sénégal, Mme Viviane Wade. C'est un compte-rendu de Dissa Prera, Ibou Cissé. Pour commencer son propos, Ousmane Ngom s'interroge. La question que nous nous posons aujourd'hui, et c'est pourquoi nous nous adressons à vous, c'est qui a voulu détruire la fondation de Mme Viviane Wade. L'ancien ministre de l'Intérieur poursuit avec des précisions au sujet de ce qu'il qualifie de campagne de calomnie. Qu'au moment où nous parlons, le litige qui opposait la fondation Agir pour l'éducation et la santé et la fondation Antena Technologie est totalement réglé. À propos de l'existence d'un patrimoine colossal de l'ancien chef de l'État, Ousmane Ngom dégage en touche le contenu d'un document qui a circulé sur Internet listant les avoirs de Wade. De parler de patrimoine ou de déclaration de patrimoine, peut-être on cherche à détourner l'opinion et on essaie donc de republier ou de revenir sur ce document fantaisiste. C'est un document fantaisiste et une vaste machination. Concernant les objets qui auraient disparu du palais, Maître Ousmane Ngom souligne qu'il y a toujours des biens qui appartiennent au président Wade et qui sont pourtant restés au palais. Maître Abdoulaye Wade a eu à quitter le palais avec sa famille. Il y a eu une liste de déménagement qui a été élaborée sous la supervision de la gouvernante du palais et avec donc un déménageur professionnel. Et par conséquent, il ne pouvait pas être question de déménager des choses qui n'appartenaient pas à la famille Wade. Les objets appartenant à l'État ont été laissés au palais. Mieux, il y a eu même des cadeaux personnels, beaucoup de cadeaux personnels qui ont été laissés au palais. Maître Ousmane Ngom annonce d'autres sorties pour davantage de précisions sur la situation l'exige dans les toutes prochaines semaines. Une banque sans liquide, cela fait désordre bien sûr. Eh bien, la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine connaît un déficit, une situation qui nécessite pour le centre une large sensibilisation des populations. Le reportage de Maïmouna Ndiaye, Diatou Ndiaye. Je n'ai jamais fait de don de sang. Ces Sénégalais ignorent l'utilité de donner son sang, même si certains ne manquent pas d'accomplir ce geste. Je suis à mon 22e don. Et que donner du sang, bon, je vois que c'est un devoir pour tout citoyen et tout musulman aussi. Je fais partie du groupe qui est un peu rare, parce qu'au plus c'est un groupe donneur universel. Je pense que qu'en donnant mon sang, je peux sauver une vie. Raison pour laquelle j'ai préféré venir ici pour donner de mon sang. Face au déficit que connaît sa banque de sang, le centre de transfusion sanguine sollicite un financement. Il faut que les actions qui ont été prévues dans le cadre de l'objectif principal qui est d'atteindre la disponibilité, l'accessibilité et la sécurité des produits sanguins, je pense que toutes ces actions-là puissent être financées.
Pour gagner la confiance des populations, il est nécessaire de mener une large sensibilisation. Il faut que les médias, les leaders d'opinion, en tout cas tous ceux qui sont entendus, puissent parler du don de sang, en parler partout, au niveau des offices, au niveau des cérémonies religieuses, et impliquer tout le monde en tout cas pour que chacun puisse au moins être informé sur le don de sang. Pour soigner certaines maladies telles que l'insuffisance rénale ou la drépanocytose, les médecins ont besoin de sang. D'où l'urgence d'appeler au don et de créer des unités de traitement de sang. Quinzaine nationale de l'enfant au Sénégal, TFM profite de l'édition de cette année pour faire un gros plan sur ces nombreux adolescents qui font office d'apprentis sur les marchepieds des cars rapides. Un univers plein de risques visité par Aminata Mbarisso avec la caméra de Diafaraba. Garage La Dior. Entre le ronronnement des moteurs et les nuages de fumée, Moussa, 13 ans, fait face aux dures réalités du métier d'apprenti. Tous les jours, je travaille de 6 h du matin à 0 h. À l'instar de Moussa, ces jeunes âgés entre 13 et 18 ans ont choisi l'informel à la place des études. Un milieu plein de dangers pour eux. Je n'ai jamais été à l'école. Je suis apprenti car rapide depuis 2011. Malgré ces risques, Moussa et ses camarades continuent à s'accrocher sur les marchepieds des cars, un moyen pour eux de subvenir aux besoins des parents. On est en éternel conflit avec les clients. Ils nous insultent et même souvent ils partent avec notre argent. Si le client ne paye pas le tarif normal, je me bats avec lui. Par coup de chance, je prends toujours le dessus. À l'occasion de la célébration de la 15e nationale de l'enfant, ces jeunes rappellent aux autorités leurs doléances. Doléances déposées sur la table de Mamfatou Ndoye. D'accord, je vais essayer de régler. Sport. Tout à fait. Football, les préparations en externat sont à la mode en équipe nationale. Tout à fait, à l'instar des Lions qui ont dû faire plusieurs regroupements en externat, l'équipe nationale junior de football est soumise au même régime. Les joueurs de Boukounta Sissé se réunissent depuis 2 mois pour préparer leur match qualificatif en vue de la prochaine CAN prévue en Algérie, match qu'ils joueront contre le Niger. Réflexion de Saher Insadio. Le staff de l'équipe nationale junior doit composer avec l'absence de compétition dans les petites catégories. Difficile dans ce contexte d'avoir des joueurs en jambes, mais il faut faire avec à l'aube des éliminatoires pour la CAN 2013. La présélection même junior qui est en train d'être mise en place depuis 2 mois, on travaille là-dessus. Boukounta Sissé, le sélectionneur national et moi. Donc on fait des regroupements périodiques. Au départ, on a eu un groupe de 75 joueurs. Maintenant, on se retrouve avec 48. On vient de terminer la 2e phase. C'est parce qu'il faut dire qu'on n'a pas de championnat régulier, championnat junior. Ici, un championnat national. Mais heureusement qu'on peut se baser sur les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 et les centres qui ont quand même des joueurs qui jouent régulièrement. Depuis 2 mois, un regroupement périodique est organisé pour préparer la rencontre contre le Niger. On joue le Niger déjà, qui est qualifié pour le tir préliminaire contre le Niger a gagné le Libéria en aller comme au retour. Donc c'est une bonne équipe qu'on doit rencontrer en fin juillet, 28-29 juillet. Donc je pense qu'on va faire un autre stage peut-être durant le mois de juin, pour déboucher maintenant durant le mois de juillet sur un groupe assez réduit pour vraiment aborder la dernière ligne droite. Les ambitions sont claires. Les Lionceaux veulent décrocher leur ticket de qualification à la prochaine phase finale en Algérie. Pour cela, il faudra être fin prêt afin d'affronter les Nigériens fin juillet. Saher Insadio, nous partons à Saint-Louis puisque le montant alloué au sport dans le prochain arbitrage budgétaire devrait connaître une hausse de 1%, soit au total 21 milliards de francs CFA, avec Saint-Louis qui va bénéficier à l'occasion d'un lot d'équipements et d'infrastructures. Le ministre des Sports s'en est ouvert au mouvement associatif saint-louisien Maligakou que nous écoutons.
Nous avons la conviction ferme que la région de Saint-Louis, qui mérite tout du sport, doit disposer d'infrastructures de qualité à la hauteur des ambitions que les sportifs de la région portent pour le sport. Saint-Louis, c'est le sport sénégalais. Et rien dans le sport sénégalais de grand ne peut se faire sans la région de Saint-Louis. Monsieur le Président de la République, le chef du gouvernement, le Premier ministre Abdoul Mbaye, et l'ensemble du gouvernement ont compris la nécessité, à travers tous les challenges que nous avons devant le sport, d'augmenter le budget du sport à 1% du budget national, ce qui devrait faire du budget du sport un budget à hauteur de 21 milliards de francs CFA. Monsieur le Président de la République a compris la nécessité de répondre à tous les desiderata ainsi posés par toutes les disciplines sportives. Au 2012, deuxième journée de la poule C. Tout à fait. Tout à l'heure à 16h, l'Italie et la Croatie se sont quittés sur un score de parité 1 partout. La squadra Azzurra qui se retrouve dans une position délicate avec 2 points au compteur. Et en ce moment, s'affrontent l'Espagne et l'Irlande. Les Espagnols mènent sur le score de 3-0 avec un doublé de Fernando Torres. Et puis hier, pour sa deuxième sortie, la Hollande a subi son deuxième revers battu par l'Allemagne, annoncé comme l'une des équipes favorites. Mario Gomez a inscrit un doublé et donc l'Allemagne qui a déjà un pied en quart de finale et le Portugal qui peut également espérer après sa victoire acquise de justesse devant le Danemark 3-2. Et le programme de demain, la poule D qui joue sa deuxième journée à 16h, l'Ukraine, autre pays hôte de cet Euro, reçoit la France et 18h45, l'Angleterre affronte la Suède. Dans cette poule D, les Ukrainiens sont actuels leaders avec 3 points. Voilà pour le point sport, Mahmoud. Merci Mme Fatou et bonsoir. Le focus du jour maintenant sur les élections législatives du 1er juillet prochain. L'irruption de religieux est un des faits marquants de la course à la députation. Nous avons recueilli le sentiment de sociologues et de politologues sur le sujet, des avis très partagés. Nafissatou Silla Atanarba signe le focus de ce soir. Les religieux ont toujours intégré la vie politique. Depuis la colonisation, les religieux se sont toujours illustrés directement ou indirectement. Les religieux ont toujours participé au jeu démocratique au Sénégal. Il y a eu beaucoup de candidats à l'élection présidentielle de 1978 à 2012. Beaucoup de candidats se réclamant de ce que un d'entre eux, Mansour Sy Djamil, appelle la société civile religieuse, ont régulièrement participé à l'élection présidentielle. À partir de 2000, les partis et mouvements religieux ont vivement montré leurs prétentions politiques, mais selon des spécialistes, ces religieux ne sont pas prêts à assumer le rôle de député. Moi, je pense qu'ils sont pas prêts à y être en masse. Les députés, je pense par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire politique du Sénégal, je pense que les résultats seront encore surprenants, ne seront pas à la hauteur de leurs prétentions, parce que les relations historiques entre le religieux et le politique ont toujours été des relations conflictuelles. De l'avis du politologue, cette appréciation n'est pas valable, puisqu'à l'image de certains, le rôle de porteur de voix est pleinement assuré. On peut considérer leur participation comme une participation qui renvoie à un principe. C'est le principe de la loi morale. Mansour Sy Djamil comme Imam Mbaye Niang se sont particulièrement illustrés pendant le 23 juin. D'abord, date à laquelle le peuple légiférant est allé ravir à l'Assemblée nationale sa prérogative qui consiste à légiférer pour l'intérêt général. Il ne fait aucun doute et les faits sont là pour l'étayer. Malgré tout cela, dans l'histoire politique du Sénégal, les mouvements et autres partis politiques religieux n'ont jamais obtenu de grands scores à des élections. Et selon ces analystes, il y a des explications à cela. Ils n'ont pas été présents lors des grands mouvements d'émancipation, lors des grandes luttes d'émancipation, etc. La foi des Sénégalais ne semble pas éteindre sur leur choix, dès lors qu'il s'agit de choisir des dirigeants aptes à diriger la cité. Les élections législatives de cette année vont-elles bouleverser la donne et ouvrir de nouvelles perspectives pour ces religieux? On aura la réponse dans quelques jours.
Nous avons le plaisir de recevoir le socio-anthropologue Youssouf Mbargane Guissé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, faut-il voir d'un mauvais œil des religieux ou des partis dirigés par des religieux siéger à l'Assemblée nationale? Je pense qu'il faut plutôt regarder le phénomène comme le résultat d'un processus historique et social qui date depuis maintenant plusieurs décennies, sinon qui remonte de plus loin. Avec la mondialisation et la crise, il a fallu des restructurations de l'ensemble des différents secteurs de la société. Il y a eu la restructuration économique, les ajustements structurels, et il y a aussi la restructuration politique aujourd'hui, avec l'État qui ne peut plus fonctionner comme il était, monopolisé exclusivement par des partis francophones d'une élite francophone traditionnelle depuis toujours. Avec la mondialisation, il y a des processus d'émergence de groupes sociaux, culturels, qui représentent des intérêts spécifiques et qui arrivent sur la scène politique pour décider, pour être là où on décide. On le voit avec les femmes, avec les jeunes, la question de la décentralisation et des représentations des régions, etc. Et aujourd'hui, le corps de l'élite maraboutique qui est ancien, qui a d'anciennes traditions, qui est une élite intellectuelle, s'est engagée dans la politique. Oui, aujourd'hui on parle de l'Assemblée nationale. Voilà. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que de voir des religieux siéger à l'Assemblée nationale? Moi je pense que c'est une chose qui est le produit d'un processus, donc c'est quelque chose qui est normal. Qu'on l'apprécie positivement ou non, maintenant, s'ils entrent à l'école, s'ils ont les trucs des suffrages des électeurs, et qu'ils ont un programme, ils seront jugés par ce qu'ils font. Maintenant, la question de fond, c'est que c'est la République qu'il faut construire. Il y a des principes républicains qu'il ne faut pas bousculer par des formes d'extrémisme religieux. Ça peut être une menace? Non, je pense pas. Vous craignez? Non, je ne pense pas par le profil du personnel, des personnalités qui aspirent à y être. Je pense que ils vont respecter la question de la République, les droits, et que l'islam, de toute façon, sera contenu dans des limites du fonctionnement de la République. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, les religieux? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans une assemblée nationale? Dans une assemblée, d'abord, de positif, il faut que d'abord ils représentent une certaine catégorie, certaines communautés bien déterminées. Ensuite, il faut que leur activité citoyenne soit confirmée, hein, et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, s'ils présentent un modèle, hein, c'est parce qu'il y a un problème de modèle, un modèle de valeur, de justice, d'honnêteté, etc. S'ils ont maintenant une base qui les pousse à se représenter, et que dans leur processus, dans leur itinéraire, ils aient des activités citoyennes, ils peuvent, à mon avis, au niveau de l'Assemblée nationale, tenir un discours, représenter des intérêts et jouer un peu dans les équilibres qu'il faut construire. Alors, est-ce que cette irruption que nous constatons aujourd'hui des religieux sur la scène politique ne s'explique pas par le fait, comme disent certains, que les citoyens se détournent de plus en plus de la classe politique traditionnelle? Oui, il y a ce phénomène-là qui est réel. La classe politique a toujours mobilisé, monopolisé la scène avec les partis que l'on connaît. Et tous les groupes, en fait, et leurs représentants ont été marginalisés. Et aujourd'hui, il y a les femmes y entrent, les jeunes aspirent à y venir, les marabouts, mais peut-être d'autres communautés encore. Parce qu'on a vu, par exemple, des artisans qui, aujourd'hui, parlent de la nécessité d'être à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai vu des représentants d'artisans qui disent que maintenant, eux, il faut qu'ils soient à l'Assemblée nationale.
On a vu par exemple le secrétaire général du syndicat du nettoiement qui veut se présenter également à l'Assemblée nationale. Donc il y a un éclatement politique, et cet éclatement politique va se refléter dans les aspirations, être représenté là où on peut jouer un rôle à la fois de contre-pouvoir, mais aussi de défense des intérêts particuliers. Alors, beaucoup de caractérisation de l'Assemblée nationale à travers l'histoire du Sénégal, hein, chambre d'enregistrement, chambre d'applaudissement, député du peuple, député d'un tel ou d'un tel autre. Est-ce que vous pensez qu'il y aura rupture à partir de la législature qui va commencer le 1er juillet après ces élections législatives? Oui, moi je pense qu'il y aura une rupture. Il y aura une rupture parce qu'on est entré dans ce processus-là depuis le 23 juin avec le mouvement qu'il y a eu pour mettre sur les rails les dérives de l'Assemblée nationale et son caractère jusqu'ici de subordination à l'exécutif. Il y a ça. Il y a le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de parti dominant, qu'il y a des coalitions de partis, ce qui fait que l'Assemblée nationale peut effectivement être assez libre pour jouer justement son rôle naturel qui est de plus ou moins d'être un contre-pouvoir, de contrôle de l'exécutif. Je pense qu'il y a tellement d'intérêts et de groupes différents que ça peut justement jouer cette fonction d'ébullition, de critique, de remise en cause, de manière plus sérieuse qu'avant. Et les religieux pourraient-ils y aider? Oui, les religieux peuvent y aider, mais à condition aussi qu'il n'y ait pas de débordement ou d'extrémisme à ce niveau-là. Je crois que ce qui s'était passé à un moment donné ici, quand les gens ont voulu agresser les homosexuels ou des choses comme ça, c'est des dérives extrémistes qu'on peut mettre au compte d'un islam qui est mal interprété. Je pense qu'il faudrait que des garde-fous soient mis à ce niveau-là et que ce soit la République qui soit hégémonique. Merci Youssouf Mbargane Guissé, vous êtes socio-anthropologue. Merci d'être venu sur le plateau de l'Incontournable. C'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.